Bonsoir, nous sommes le 18 avril 2016, nouvelle édition du journal de la rédaction. Et dans l'actualité, aujourd'hui, le mouvement Nuit debout qui s'étend malgré les polémiques. Samedi soir, au pied de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines, plus d'une cinquantaine de personnes étaient réunies pour participer ou assister à cette assemblée générale citoyenne. Les Nuits deboutistes sont venus exprimer leurs idées à l'image de leurs homologues, place de la République à Paris. L'ancien maire de la Verrière, Alain Hajaj, était notamment présent en tant que citoyen soutenant cette initiative. On écoute Antonin et Savannah, deux étudiants qui étaient présents donc pour cette nuit debout à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nuit debout, c'est partout d'abord, parce qu'aujourd'hui on a besoin de faire société ensemble. Et Nuit debout, c'est l'occasion de faire société ensemble, de discuter, de construire et d'expliquer aux gens et de construire avec les gens, avec tout le monde, quelle société on veut. C'est très important qu'on se réunisse pas seulement place de la République, parce que quand on fait une assemblée place de la République avec plusieurs milliers de personnes, tout le monde n'a pas le temps de prendre la parole. Alors que si on multiplie les nuits debout dans toutes les villes de France et dans toutes les banlieues de France, il y a davantage de gens qui vont être amenés à pouvoir s'exprimer. Et c'est ça le but. Là, vu ce qu'on est en train de faire, ça a l'air de partir sur un rendez-vous quotidien pour pouvoir échanger et discuter, et un gros rendez-vous tous les samedis pour faire des retours éventuellement sur toutes les autres nuits debout qu'il pourrait y avoir peut-être dans plein d'autres petites villes du coin. Les premières antennes du réseau d'éducation sans frontières ont vu le jour en 2004, regroupant collectifs, mouvements associatifs, mouvements syndicaux ou encore des soutiens politiques. Leur objectif, venir en aide aux élèves étrangers en situation irrégulière. Dans les Yvelines, RESF a été lancé voici tout juste 10 ans. En plateau, Odile Joanne, membre du collectif. Bonsoir. Bonjour. Et Vaé Torossian. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes lycéen à Rambouillet, aujourd'hui en situation régulière. Vous allez nous donner votre témoignage tout à l'heure. Je vous propose tout d'abord, pour débuter cette séquence, de venir sur le rassemblement de ce week-end. À l'occasion des 10 ans, vous étiez réunis à Versailles. Avec RSF, ensemble, on peut être régularisé. Originaire du Togo, Madeleine est en France depuis 12 ans et a obtenu ses papiers il y a 6 ans. Si aujourd'hui elle prend la parole, c'est pour faire part de son expérience. Comme la plupart des sans-papiers, elle a rencontré de nombreux obstacles en arrivant, des obstacles qu'elle n'aurait pas pu surmonter seule. Et ce soutien, c'est au réseau Éducation sans frontières qu'elle est venue le chercher. C'est très important d'organiser ce genre d'événements pour pouvoir dire aux autres qu'ils ne sont pas seuls, de venir aussi avec le RSF, et même si ceux qui ne sont pas là et que nous on entend de bouche à oreille, de parler, donc d'inviter les jeunes. Ces jeunes, ils étaient présents, venus écouter les témoignages et chercher du soutien auprès du réseau dans leur démarche, à l'image de Tigrane, arménien et sans papier depuis 5 ans. Ils m'aident dans les démarches auprès de la préfecture. Ils m'accompagnent pour déposer ma demande, compléter le dossier. Et on n'a pas à avoir honte et de se cacher. Et il faut se montrer et s'entraider pour y arriver. Aider les jeunes étrangers à trouver un toit, des papiers et un logement, une situation devenue beaucoup plus compliquée aujourd'hui pour RESF. La circulaire Valls nous a bien aidés, mais on sent depuis quelques mois un resserrement des boulons et ça devient de nouveau difficile. Et avec la nouvelle loi qui vient de paraître, nous aurons également plus de mal à régulariser que du temps de M. Sarkozy. 10 ans déjà que l'association officie pour cette cause, une efficacité prouvée par la présence de ces personnes aujourd'hui régularisées et venues témoigner de leur reconnaissance. Odile Joanne, membre de ce collectif RESF, 10 ans après la création dans les Yvelines, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est plus ou moins difficile justement pour ces étudiants d'obtenir leurs papiers? On a entendu parler brièvement dans le sujet de durcissement ces derniers mois. Alors, il y a des hauts et des bas. On peut dire que grossièrement, rien n'a changé. En 2006, c'était difficile. En 2007, il y a eu quelques progrès, quelques reculs, et chaque année, pareil. Donc, je n'irais pas dire mieux ou moins bien, je dirais pareil. Et sur les 10 ans justement d'action, est-ce que vous avez chiffré un peu le bilan? Combien de jeunes vous avez pu aider dans cette situation? Non, pas du tout. C'est pas du tout dans notre culture de faire des chiffres. Ça, c'est Sarkozy qui les faisait, ces quotas, c'est pas nous. On peut dire que les 2006, il y avait 200 parents, donc 200 parents, 200 pères ou mères qui avaient eu un refus et qui nous ont demandé de l'aide, et qu'aujourd'hui, tout cela ont maintenant un titre de séjour, 10 ans après, sans exception. On peut donner un autre exemple de chiffre, si vous en voulez. C'est le groupe de jeunes, le deuxième groupe de jeunes, celui qui est né en 2013, avec 6 jeunes. Ils sont maintenant 200. Et on n'a pas été les chercher. Donc c'est la réalité qui fait qu'ils nous ont rejoints. On parle aujourd'hui beaucoup de l'accueil des réfugiés, des migrants. Est-ce que ça a une incidence sur votre activité, votre action?
Pas directement. Indirectement, bien sûr, puisqu'on en rencontre aussi, mais comme on s'occupe des jeunes et des familles d'enfants scolarisés, il faut d'abord qu'ils soient scolarisés pour qu'on s'en occupe. Hein. Et donc, directement, non. On en rencontre, bien sûr, sur le terrain. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être dans les années à venir. On va écouter le témoignage peut-être de Vahe Torossian à présent. Vous êtes aujourd'hui en situation régulière. Vous êtes au lycée Bascan, c'est à Rambouillet. Oui, vous êtes arrivé quand en France et comment ça s'est passé, le parcours un peu du combattant pour obtenir ces papiers? Moi, je suis arrivé en France en 2005. J'avais encore 8 ans. Et je suis allé, avec mes parents, ma sœur. On n'a pas précisé de quel pays vous veniez? Arménien. Et donc, je suis allé au début, je suis allé à Pigalle. Après, on nous a fait déménager à Dreux. Après, des parcours comme ça, de ville en ville. Après, c'est 10 ans après que, grâce à RESF, j'ai reçu un titre de séjour. Donc, pour comprendre, au tout début, vous alliez à l'école, vous suiviez une scolarité en situation irrégulière. Je n'étais pas en régulière. Ouais. J'allais à l'école, mais je n'avais pas mes papiers. Et donc, vous aviez une inquiétude particulière en vous rendant à l'école au quotidien aussi? Oui, un pour petit vous, peu. Votre famille, oui. Oui. Et quel type d'aide, alors justement, fournit l'association RESF au Dijon? Comment vous intervenez? Comment vous avez pris en charge, par exemple, Vahe, c'est un exemple de beaucoup de jeunes qui, dans le cadre des lois françaises, devraient avoir un titre de séjour, arriver en famille à 8 ans. D'ailleurs, sa sœur jumelle a été régularisée sans notre aide, de manière automatique. Donc, ces problèmes ne viennent pas de la France ou des lois françaises, ni de la préfecture, mais de son pays. L'Arménie étant un pays en guerre et qui n'a pas voulu aller faire la guerre pour des causes qui ne sont pas les siennes, il n'a pas pu avoir un passeport valide. Alors, il est venu avec un passeport, mais qui était plus valide à ses 18 ans. Donc on a beaucoup de jeunes, pour des raisons différentes, qui ont ce problème-là. Y a, par exemple, tous les pays d'Afrique à qui on impose maintenant des titres, des passeports biométriques, qui ne peuvent pas avoir leur passeport. Il y a des pays qui ne redonnent pas de passeport quand ils n'ont pas avoir de titre de séjour. Donc on peut dire au moins une cinquantaine de jeunes qu'on a réussi à régulariser ou qui vont être régularisés sans passeport valide, parce que leur pays, leur histoire, leur famille, pour des raisons personnelles, ils ne peuvent pas prouver leur identité avec un passeport. Et donc, comment on l'aide? En faisant des mobilisations. Voilà. Et justement, il y a eu beaucoup de mobilisations. Comment vous l'avez vécu, en tout cas, de voir un réseau venir vous aider, même humainement? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez ressenti, cette situation? Un grand soulagement et beaucoup d'aide de la part du réseau. Et c'est aussi, je pense, grâce au nouveau préfet, qui a bien voulu prendre le dossier en charge. Parce qu'il y a toute cette aide que vous fournissez, mais il y a aussi cet aspect humain, et il y a un soutien même, alors c'est politique, mais ça reste aussi humain. Il y a des parrains, voilà, je voudrais que vous reprécisiez un petit peu la façon dont ça fonctionne. Il y a deux choses. On va parler d'abord des jeunes, c'est plus qu'humain ce qu'on leur fait. Ça veut dire qu'on les organise en groupe. Et donc, Vahe, ça fait 1 an qu'il est régularisé, il reste pour aider les autres. C'est-à-dire, il y a un aspect collectif, un aspect solidarité. On en fait des citoyens à part entière, un bon petit français plus tard. Et pour nous, c'est vraiment important. On n'est pas uniquement comme un juriste qui se bagarrerait pour avoir un titre de séjour. On est vraiment dans la construction du vivre ensemble, chacun avec ses droits. Oui, vous intervenez encore aujourd'hui auprès du réseau pour soutenir les autres étudiants qui sont dans le même cas que vous quand vous êtes arrivés en France. Oui, ce réseau, c'est comme une famille. Et quand on a, par exemple, notre titre de séjour, on essaie d'aider son prochain pour qu'il ait aussi ce plaisir, ce bonheur de ressentir la même chose que nous. Cette possibilité de poursuivre, donc pour pouvoir faire les études, parce que là, il est question de faire ses études tout simplement en France. Juste pour conclure, quelle est la situation aujourd'hui en termes de demandes dans le département des Yvelines? Vous avez combien de jeunes aujourd'hui que vous encadrez? Alors, qu'on encadre actuellement, qui sont en situation, disons, bientôt régulière, on espère, une 40 à peu près. On espère pour tous. De toute façon, on n'en lâchera pas un seul. Dans ce cadre-là, on a beaucoup de soutien. On a lancé un nouvel appel le 16 avril où beaucoup d'associations, de syndicats ont signé. C'est un peu une refondation de ce qu'on avait fait il y a 10 ans. Et il y a plus de gens maintenant, plus d'organisations. Le Secours catholique nous a rejoints, les éclaireurs laïcs nous ont rejoints. Il y a plein d'associations avec qui on a travaillé en réseau qui ont rejoint dans le soutien. Et précisément au niveau des politiques,
les trois élus qu'on a sollicités, sénatrice Catherine Tasca et député Benoît Hamon et Françoise Descancroignier, donc les trois seuls élus qui, depuis le début, nous soutiennent, continuent à nous soutenir. Hein, et donc, on a de l'espoir. On se demande pourquoi les lois sont comme ça. Merci à tous les deux d'être venus témoigner, nous expliquer la démarche de RESF, donc 10 ans d'action dans le département des Yvelines. Merci encore à vous deux. Le journal se poursuit avec samedi dernier en hommage aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl et de la catastrophe de Fukushima, une marche contre le nucléaire. Elle a eu lieu à Montigny, le Bretonneux. Une vingtaine de personnes ont traversé la ville jusqu'au site du géant français du nucléaire Areva pour déposer une gerbe, un acte symbolique pour dénoncer la politique menée en France. William L. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl et 5 années après celle de Fukushima, le collectif Sortir du nucléaire organisait sa traditionnelle marche à travers Montigny-le-Bretonneux. En se souvenant, on se rappelle aussi que le nucléaire, pour nous, c'est une énergie liée à la mort. C'est pas du tout une énergie qui est renouvelable. En plus, avec ces derniers jours, le plan pluriannuel de l'énergie n'est pas du tout conforme à la loi de transition énergétique qui a été votée il y a quelques mois. Plusieurs organisations réunies autour d'une même lutte pour interpeller la population, Attaque EELV, Greenpeace et partis de gauche, mais aussi les étudiants. C'est aussi une marche de la jeunesse actuelle, quand on voit l'âge des centrales nucléaires, quand on voit justement les accidents qui se sont déroulés, on a peur pour notre avenir. Il faut que toutes les occasions soient bonnes pour être dans la rue, pour s'exprimer, pour dire que l'avenir que l'on veut, il est différent de celui que la société nous impose. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la production d'énergie, que ce soit solaire ou éolien, est beaucoup plus rentable que de continuer dans l'énergie nucléaire. Une vingtaine de personnes se sont rendues jusqu'au site Areva pour déposer une gerbe de fleurs, un acte symbolique pour un mouvement qui rassemble difficilement car selon le collectif, le nucléaire serait pour les Français un sujet trop éloigné de leurs problématiques quotidiennes. Retour à présent sur l'élection de la nouvelle maire de La Verrière. En fin de semaine dernière, nous avions proposé un long entretien à revoir sur notre site internet avec Alain Hajaj, contraint à la démission pour raison de santé. Écoutez à présent ce résumé du dernier conseil municipal et la réaction notamment de l'opposition. Nelly Dutu a donc succédé à Alain Hajaj. À 58 ans, cette professeure des écoles, ancienne membre du Secours populaire des Yvelines, prend la tête de La Verrière. Arrivée au conseil municipal en 2008, déléguée à la jeunesse, elle affiche sa volonté de s'inscrire dans la continuité du travail mené par son prédécesseur. Le projet Bécane, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, tous autant qu'on est au conseil municipal. Donc on va tous travailler dessus. Et puis, ce que j'ai dit dans mon discours, le social et les jeunes, c'est ma préoccupation. Je suis persuadé qu'avec elle, ce que nous avons mis en place, ce que j'ai mis en place pendant 30 ans et ce qui a été poursuivi par Alain Hajaj continuera. Et quand même ça, par les temps qui courent, je trouve que c'est rassurant. Du côté de l'opposition, en revanche, l'arrivée de Nelly Dutu laisse perplexe. On évoque un choix uniquement politique. On s'attendait à un choix parmi ses adjoints qui connaissent les dossiers, qui ont fait l'expérience d'un certain nombre de gestions de dossiers municipaux. On aurait eu besoin de quelqu'un qui ait des vraies compétences, surtout au moment où La Verrière a des difficultés financières et un certain nombre de dossiers et d'enjeux à relever. Alain Hajaj avait annoncé sa démission au début du mois d'avril en raison de son état de santé. Il reste néanmoins conseiller municipal et gardera un œil sur les projets d'envergure, notamment celui du futur quartier Gare Bécane. Fin de ce journal, on se retrouve demain aux horaires habituels pour un point complet sur l'information locale. Tout de suite le 7-8 Sport avec Mickaël Elmidoro.